Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Recherches Amérique latine, collection dirigée par Denis Rolland et Joël Chassin. La collection Recherches Amérique latine publie des travaux de recherche de toutes disciplines scientifiques sur cet espace qui s'étend du Mexique et des Caraïbes à l'Argentine et au Chili. Dernière parution. Tardieu Jean-Pierre, L'insurrection des Noirs, mulâtres et zambos. Coro, Venezuela, 1795-2022. Hernandez Reina Myriam, Rosa Duperongui, SPINOSOARCOCHA Rosa Maria, Repenser la conquête de l'Amérique, 16e-21e siècle, 2022. Couturier Alain, Léon Palière. Le peintre français de la Pampa, 2022. Hernandez BAYTER Henri, Morera César Camila et NACUCCHIO Hélin, Dire, Discours politique et médiatique en Amérique latine. Retour S, sur les 2 premières décennies du XXIe siècle, 2021. Cardenas Muñoz Vania, Histoire sociale de la police au Chili. Valparaíso, 1896 à 1920. L'ordre à tout faire, 2021. FIRCOWICZ Virginie, Migration en Bolivie, des stratégies de survie à l'esclavage moderne. Tomina, Vallée interandine 2021. Schmitt Anna, Sexe et territoire en Colombie. Femmes autochtones en lutte, 21e siècle, 2021. Rocha Glober, Révision critique du cinéma brésilien 2021. Tardieu Jean-Pierre, Biassou Jean-François, Toussaint l'ouverture et les Noirs français de Saint-Domingue. L'apport des archives espagnoles, 1792 à 1804, 2021. Giraldo Arango Santiago, Capitán Venganza. Socio-histoire d'une guérilla rurale, Colombie, 1957 à 1961, 2020. Morgane Dono, Églantine SAMOUTH, Yeni Serrano, Dire, les médias en Amérique latine. Dire et construire l'actualité latino-américaine, 2020. Margot Andrade, L'action culturelle française en Colombie 1930 à 1970, 2020. À Paul, Charlotte, Constance et leur papa, à celles et ceux qui pensent manquer de volonté. Préface. Le lecteur a entre les mains le fruit d'une recherche doctorale défendue avec brio à l'Université Paris Diderot et assignée depuis à la confidentialité académique d'une bibliothèque universitaire parisienne. Le temps est passé sans crier gare et les nouvelles rentrées universitaires chassant les anciennes, la crainte de voir ce travail enterré au cimetière des résolutions, bonnes et réitérées, était devenue une presque certitude. Ainsi, je ne peux que me réjouir de voir enfin cette recherche accessible à un plus grand nombre de lecteurs qui trouveront un réel intérêt à se plonger dans sa lecture. Marie Lecouvet m'a fait l'honneur de me proposer cet espace, qui prolonge celui qui fut le nôtre pendant les années de direction de sa recherche. C'est avec grand bonheur que je retrouve le dialogue avec un objet qui garde toute sa pertinence et tout son intérêt. Au carrefour d'une histoire politique de l'art, dans la belle tradition agulonienne, d'une histoire culturelle de construction nationale, dont le travail de Benedict Anderson permit dans les années 1990 de renouveler les recherches en Amérique latine et d'une histoire des cultures visuelles, l'auteur explore la production académique au Mexique pendant presque un siècle de vie indépendante. Fondé sur un corpus varié mais structuré autour du fonds d'archives de l'Académie nationale des beaux-arts ou Academia de San Carlos, ANBA, le propos est centré sur l'analyse des créations académiques. Cependant, loin de se cantonner à retracer une histoire des œuvres et des auteurs, Marie Lecouvet fait également le choix de suivre ces objets à travers les différents lieux d'exposition, nationaux et internationaux, de s'intéresser aux différents supports de reproduction qui les rendent plus mobiles et multiplient les interactions entre objets, milieux et publics, de se poser la question des modalités de perception à travers une herméneutique de la réception. Tout en gardant une belle cohérence autour de l'analyse de la place de la représentation de l'Indien et de ses usages politiques, l'ouvrage propose en filigrane une biographie sociale et politique de ces objets artistiques qui aide à penser les rapports entre production artistique et construction scientifique à travers la production de collections et la mise en musée des différentes présentations visuelles du passé, picturales et archéologiques. L'intérêt de cette recherche, centrée sur un cadre temporel et territorial national et ancrée dans un débat historiographique mexicain,
ne saurait ainsi se limiter à un public de spécialistes du Mexique du XIXe siècle, quand bien même sa lecture deviendrait incontournable pour ceux et celles qui s'intéressent aux arts plastiques et à la culture visuelle au Mexique. La problématique s'inscrit clairement dans le champ de l'histoire culturelle des constructions nationales, et dialogue avec la communauté d'historiens et de civilisationnistes partis sur les pistes ouvertes par Anderson et Hobsbawm, pour étudier le processus historique de construction des identités politiques à partir de l'analyse de différents dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Tout au long de 6 chapitres, l'auteur présente et analyse les différents dispositifs mis en place par les élites et les autorités publiques pour construire un récit national. L'enjeu n'est pas des moindres. Il s'agit de créer un lien de commune appartenance sur lequel fonder la légitimité de l'État sur un territoire dont l'unité est menacée de l'intérieur et de l'extérieur. L'intérêt de l'objet que Marie Lecouvé a construit avec la rigueur et l'honnêteté scientifique qui sont les siennes, réside dans le fait d'avoir associé à l'analyse classique du rôle de l'école et des productions artistiques et littéraires dans la nationalisation des sociétés, la dimension internationale des constructions nationales, en s'intéressant au rôle joué par les expositions universelles comme lieu d'exhibition des œuvres, mais également de construction des récits nationaux par l'exposition de différents artefacts. Elle brouille les frontières entre science et art et donne à voir, par un biais peu emprunté par les recherches sur la construction iconographique de l'identité nationale, la dimension sociale, politique et morale de la production des savoirs au XIXe siècle. Ceci lui permet de montrer comment la mise à distance de l'Indien suppose une opération épistémologique de distinction entre sciences historiques et archéologiques. Cette dernière, relancée internationalement par les congrès des américanistes, étudie les civilisations disparues par le biais de différentes méthodes tout empreintes d'un commun évolutionnisme. Les sciences historiques se cantonnent à l'écriture du passé de la nation, qui n'est pas non plus exempte d'un même schéma évolutionniste. Ainsi, les images des Indiens du passé chercheraient moins à bâtir une conscience historique de la nation mexicaine qu'à revendiquer une antiquité propre en tant que patrimoine de la nation mexicaine. Cela rappelle la célèbre conférence en Sorbonne d'Ernest Renan, auteur célébré par les científicos mexicains, lorsqu'il déclare « L'Antiquité n'a pas connu les nations. Les nations commencent avec les invasions barbares. » Au Mexique, cela nous ramène à la conquête espagnole et justifie le partage entre histoire et archéologie, intégrant l'Indien contemporain, en tant que sujet de l'ethnographie comme science de l'autre. Cette recherche fait ainsi écho aux recherches menées par l'histoire sociale des sciences, qui s'interroge sur la dimension sociale et politique de la construction de la vérité scientifique. La lecture de cet ouvrage offrira au lecteur de nouvelles pistes de recherche sur les rapports entre science et art, un sujet encore peu exploré. Marie Lecouvé nous rappelle par ailleurs qu'avant même que la nationalisation de la société devienne une exigence politique, sa reconnaissance était un impératif international. Ceci d'autant plus que la deuxième moitié du XIXe siècle connaît une importante relance de l'expansion impériale au nom de la supériorité de la civilisation sur les peuples arriérés, voire barbares, qui n'épargnent pas l'Amérique latine et encore moins le Mexique. Alors la question d'une culture nationale devient un problème de droit international. Donner à voir une civilisation à travers des manifestations artistiques et des objets scientifiques, c'est affirmer la légitimité d'un pouvoir dont le degré de civilisation est suffisamment élevé pour intégrer la communauté de droit des nations civilisées. Parmi d'autres, un grand mérite de ce travail est d'avoir placé son objet dans un contexte qui dévoile tous ces enjeux. C'est en vue de cet impératif que le néo-préhispanisme prend un sens tout à fait différent de celui des mouvements indianistes de nos jours. Plus qu'une revendication de la culture indienne, une sorte de revendication multiculturaliste ou post-coloniale, les élites cherchent à travers ce mouvement à revendiquer une antiquité propre et à donner à la culture mexicaine une densité civilisationnelle analogue à celle des nations européennes, tout en acculant dans la salle d'attente de l'histoire, selon L', éloquente formule de Dipesh Chakrabarty, une bonne partie de la population mexicaine contemporaine. Marie Lecouvé nous donne à penser un XIXe siècle qui nous plonge au cœur de notre XXIe siècle. Pilar González Bernaldo, professeur d'histoire de l'Amérique latine Paris 7, CRALMIUMR 8168, Mondes américains. Jesús F. Contreras, Cuauhtémoc, bas-relief pour la façade du pavillon du Mexique à
l'Exposition universelle de Paris en 1889. Passió Jesús F. Contreras, Aguascalientes, Mexique Copyright Wikimedia Commons. Introduction. 1821. Naissance d'une nation ou commencement de sa construction? Pendant toute la période coloniale, l'Amérique hispanique forme avec l'Europe un seul et même espace culturel, bien que la partie américaine présente des particularités. Cependant, à la suite du processus d'indépendance issu de la crise de la monarchie espagnole, les élites créoles du continent américain doivent cesser de se définir comme des Espagnols américains pour devenir des Américains en lutte contre les Espagnols. Cette mutation les met en situation de rupture et les oblige, après la création des nouvelles entités politiques que sont les pays hispano-américains, à formuler les bases culturelles de leur souveraineté, à former des nations et à construire des États modernes. L'une des spécificités hispano-américaines est que l'apparition de pays indépendants précède la formation sur le long terme d'un appareil d'État et d'une identité nationale. C'est notamment le cas du Mexique, né en 1821 et reconnu par l'Espagne en 1836. Former la nation, au sens où nous emploierons cette expression par ailleurs polysémique, signifie faire exister sur un territoire donné un peuple possédant une identité propre et la volonté d'un gouvernement et d'un destin commun. Cela nécessite non seulement de conquérir et de conserver la souveraineté, mais aussi de mettre en œuvre le partage par le plus grand nombre d'habitants d'un ensemble de représentations collectives qui fassent exister ce nous. Celles-ci peuvent être discursives ou iconographiques, mais dans un pays et à une époque où le taux d'alphabétisation n'est pas élevé et où plusieurs langues coexistent, l'iconographie prend une importance particulière. On se souvient de surcroît que l'évangélisation elle-même avait pour principal vecteur l'image commentée et que les images saintes ont encore une place essentielle au XIXe siècle. C'est sur la base de ce substrat que sont élaborées les images nationales. Si les représentations de la nation ne sont pas suscitées uniquement par les élites dirigeantes, celles-ci font tout leur possible afin de favoriser la construction et la prééminence d'un système de représentation spécifique, qui fasse d'elles les dépositaires de la souveraineté nationale, confirmant ainsi la légitimité de leur pouvoir. Leur objectif est double: donner une cohésion nouvelle et efficace au peuple mexicain et acquérir une légitimité indiscutable au sein de cette nation indépendante. Ces élites sont principalement les membres de quelques familles cultivées et aisées, auxquels s'ajoutent des individus de moindre fortune mais de culture similaire. Elles contrôlent les moyens d'expression et de diffusion de la capitale au sens où elles participent, par leur plume ou leur portefeuille, à l'édition de livres et de revues et à la réalisation de monuments ornementaux susceptibles d'infléchir la mémoire collective s'ils deviennent le centre de pratiques collectives. C'est principalement à ce type de discours et de représentation que nous nous intéresserons. Malgré leur petit nombre, les acteurs de cette élite ne forment pas un bloc, mais sont divisés sur le type de gouvernement qui convient le mieux au pays, ce désaccord n'étant cependant pas incompatible avec des liens affectifs entre membres de partis opposés. Il n'y a donc pas un discours unique des élites mexicaines. Diverses solutions politiques sont expérimentées au cours du XIXe siècle. Le Mexique est successivement une monarchie indépendante, en septembre 1821, un empire 1822 à 1823, une république dont la nature oscille entre centralisme et fédéralisme 1823 à 1863, puis simultanément un empire et une république 1863 à 1867, puis à nouveau et définitivement une république, au sein de laquelle s'opposent à la fin du siècle les libéraux traditionnels et les partisans des scientifiques, qui revendiquent ouvertement l'utilité de la dictature. Ces divisions sur le projet politique le plus adapté modifient logiquement les visages donnés à la nation et les valeurs qui lui sont rattachées. L'indigénisme historique, un choix identitaire original. Comme on l'a suggéré plus haut, et malgré leurs divisions, l'univers politique et culturel des élites latino-américaines s'inscrit dans le monde occidental, que les modèles choisis soient européens ou états-uniens. On peut considérer avec Edmundo O'Gorman qu'en entrant dans la sphère culturelle occidentale au XVIe siècle, le Nouveau Monde est devenu le double en puissance de l'Ancien puisque philosophes et religieux européens ont projeté d'en faire une autre Europe, plus proche de la perfection que l'original,
Les créoles ont ensuite assumé ce statut et continuent au XIXe siècle d'appartenir au monde occidental dans sa composante américaine. Il n'existe pour ces élites aucun mode de pensée alternatif, l'idée même de nation étant ancrée dans des référents culturels européens. Cependant, le Mexique est l'un des rares pays où les élites, de façon durable, fondent l'identité nationale sur la référence au glorieux passé indien et à la lutte contre les conquistadors. Dans toute l'Amérique, au cours des décennies de 1810 à 1820, l'élite créole se réfère aux Indiens pour affirmer que tous, Indiens et Créoles, ont été victimes de la tyrannie espagnole et que c'est le fait d'être nés sur le sol américain qui fait d'eux des citoyens d'un même pays. Ce discours vise à intéresser la totalité de la population à la lutte pour l'indépendance, afin de permettre de consommer la rupture avec l'Espagne. En revanche, dans les décennies de 1830 et 1840, cette conception de la nationalité incluant les Indiens disparaît dans la plupart des pays, l'Amérique hispanique allant vers ce que Monica Quijada caractérise comme une exclusion par fusion. Au Mexique, cette tendance se manifeste aussi en politique. Cependant, la littérature, les livres d'histoire et les revues, ainsi que les arts plastiques, exaltent le passé indien par intermittence pendant presque tout le XIXe siècle. Cette inclusion de l'Indien du passé dans l'identité nationale est d'abord marginale et minoritaire, comme la production prolifique mais isolée de Carlos María de Bustamante dans la décennie de 1830, mais devient officielle à partir de la République restaurée, 1867, et particulièrement marquée sous Porfirio Díaz. Ce maintien exceptionnel d'une composante indienne de l'histoire nationale est l'une des caractéristiques de l'identité mexicaine officielle telle qu'elle s'est formée et maintenue depuis le XIXe siècle jusqu'à nos jours. Le nom du pays indique un lien qui est explicite entre le passé et la nation moderne. Les Aztèques sont aussi connus sous le nom de Mexicas ou Mexicanos, et le centre de leur empire, Tenochtitlan, est aussi appelé Mexico. C'est donc à eux que se réfère le nom du pays, identique à celui de la capitale que l'époque coloniale avait consacré. Le terme poétique utilisé au XIXe siècle pour désigner le Mexique moderne, Anahuac, est un mot nahuatl, famille linguistique dont faisaient partie les Mexicas, qui s'appliquait probablement à la vallée de Mexico. Enfin, le blason national, inspiré de celui de la ville, conserve l'aigle et le cactus sur un rocher symbolisant la fondation de Mexico par les Aztèques. Il est la marque visuelle de la volontaire d'une inscription originelle dans l'héritage préhispanique et n'a jamais été renié dans l'histoire du Mexique indépendant. Cette revendication de l'héritage indien se fait sans contester l'appartenance à une culture occidentale ni opérer de rapprochement entre l'élite, culturellement européenne, et les autres composantes de la population mexicaine, métisse et indigène, créatrice d'une culture nationale syncrétique radicalement différente de la culture officielle et dans laquelle l'élément indigène et les traditions religieuses occupent une place essentielle, comme le montre notamment le culte à la Vierge de Guadalupe. C'est malgré cette profonde dichotomie culturelle réelle, que pendant la majeure partie du XIXe siècle, des monarchistes comme des républicains et parmi eux des centralistes comme des fédéralistes, ont eu recours aux figures des Indiens du passé. Une constante ambiguïté vis-à-vis des Indiens. Le recours à des ancêtres indiens est donc périlleux, puisque la catégorie d'Indiens renvoie aussi à une réalité contemporaine dont les élites se démarquent. En 1893, selon une étude gouvernementale, les Indiens sont 2 fois plus nombreux que les Européens. 38% d'Indiens, 19% d'Européens, 43% de Métis. Ce n'est pas là une originalité mexicaine. L'Amérique est considérée comme la terre des Indiens, et le Mexique en particulier compte une importante population indigène qui attire en priorité le regard des voyageurs étrangers. Or, non seulement les Indiens ont peu à voir avec les dirigeants du pays, mais leur existence contrarie la volonté de faire du Mexique une nation moderne, donc respectable. Les élites mexicaines partagent en effet avec toutes les nations civilisées l'autodéfinition en termes de progrès. Elles tentent de montrer les atouts du pays dans la course à la modernité et d'attirer des capitaux étrangers qui puissent permettre au pays de réaliser ses avancées. Les Mexicains du XIXe siècle mettent donc aussi l'accent sur l'abondance naturelle et la disposition du pays à la modernité et au progrès. Cette recherche de modernité a pu amener à passer sous silence la population indienne.
Indiens du passé et Indiens du présent sont même systématiquement et soigneusement dissociés. Cette dichotomie préfigure la contradiction qu'Arauco Chihuahua constate pour une période plus récente. D'une part, on cherche à intégrer l'Indien en le dissolvant dans la mexicanité accent aigu. De l'autre, on postule qu'il est le fondement et la source de l'être national du Mexique. Or, cette contradiction répond à des impératifs précis. À l'inverse de l'évolution des autres pays latino-américains qui, à partir des années 1830, considèrent simplement les Indiens comme un obstacle à l'homogénéité nationale, au Mexique, en même temps que se répand l'exclusion des Indiens de l'identité collective et des bénéfices de la nation, persiste le mythe de l'Indien héroïque, cantonné à un passé lointain. Des arguments contraires coexistent alors dans la construction de l'image nationale. Bien que la nation soit considérée comme quelque chose d'immanent, sa définition en termes d'inclusion-exclusion des Indiens varie à un moment donné selon le point de vue adopté. Art et identité nationale, un lien partiellement exploré. C'est au confluent de ces intérêts contradictoires que sont créées, exposées et reproduites les représentations visuelles du passé indien sur lesquelles nous nous pencherons en priorité. Elles peuvent nous permettre de comprendre les enthousiasmes mais aussi les réticences que provoque l'inclusion des Indiens dans une histoire nationale en cours d'élaboration. La chronologie de leur représentation dans un moyen particulier d'expression, les arts plastiques, et dans un contexte donné, l'Académie des Beaux-Arts, semble recouper mais aussi dépasser les autres expressions de l'identité nationale. Les arts académiques, pendant les 50 ans qui nous intéressent, peuvent montrer un reflet de ces diverses intentions vis-à-vis des Indiens, mais il est aussi possible qu'ils n'illustrent qu'une seule de ces facettes et se démarquent du discours écrit. Plusieurs spécialistes mexicains de la peinture d'histoire et de la sculpture ont étudié ces disciplines dans leur rapport avec la construction d'un projet politique national, par le biais de la constitution d'une iconographie historique nationale. L'un des pionniers est Fausto Ramírez, auteur de la Plástica del siglo de la Independencia, et dont les disciples Eloísa Uribe, Rosa Casanova et Esther Acevedo ont publié en 1984 l'ouvrage collectif Y Todo por una Nación et ont continué, chacune avec ses spécificités, à explorer les relations entre art, société et politique. Plusieurs de ces auteurs et d'autres spécialistes ont publié plus récemment les différents volets de la série d'expositions thématiques Los Pincels de la Historia, qui analyse la constitution par l'image d'une identité créole puis mexicaine du XVIIIe au XXe siècle, ainsi que El Éxodo Mexicano, exposition centrée sur la représentation religieuse de la vie politique mexicaine. Dans la Historia del Arte Mexicano à laquelle ont contribué des spécialistes comme Elisa García Barragán ou María Esther Chancas, mais aussi dans les monographies de ces historiennes de l'art, apparaissent de nombreuses informations sur les divers courants dans toutes les disciplines artistiques, qui indiquent le décalage existant entre l'académie et d'autres lieux de production. De même que les spécialistes de l'art, des historiens se sont intéressés aux monuments comme Verónica Zárate Toscano, ou à la peinture d'histoire comme Tomás Pérez Vero, d'abord spécialiste de l'Espagne, qui s'est ensuite tourné vers le Mexique, ou Stacy Widyfield, auteur d'une monographie sur la peinture académique de 1867 à 1880. Plus généralement, il existe une copieuse littérature concernant les figures de héros nationaux et leur devenir au cours du XIXe siècle, ainsi que la muséographie. Ces travaux et bien d'autres constituent un terrain solide sur lequel nous pouvons bâtir notre propre objet. À partir des hypothèses préexistantes sur les relations entre art historique et construction de l'identité nationale, nous cherchons plus spécifiquement la place faite aux Indiens dans l'art académique. Nous adoptons ainsi un point de vue transversal sur divers types d'objets et de textes se référant au même sujet, afin de cerner à travers eux toutes les facettes de la vision officielle des Indiens passés et ce qui justifie l'existence et la survivance, ou au contraire l'abandon, de ces représentations. Leurs fonctions essentielles dans la construction d'une image de la nation mexicaine dont certains aspects perdurent peut-être encore aujourd'hui. Cette construction n'est pas considérée comme un processus linéaire dont tous les acteurs iraient dans le même sens. Plusieurs visions coexistent et parfois des tendances se dégagent. L'art académique, une manifestation particulière de l'identité nationale en formation. Prenons pour postulat de départ la définition de la nation comme une communauté imaginée,
Et considérons l'un de ces avatars, la représentation construite et diffusée par les élites dans le but d'imprégner toutes les couches sociales et de surpasser les autres identités collectives existantes. Nous considérons, comme on l'a indiqué plus haut, que sa diffusion par l'image est centrale, car celle-ci touche de façon plus immédiate que l'écrit. Or l'État dispose dès l'origine d'un organe de production d'images, et c'est principalement à travers lui que nous considérerons la construction iconographique de l'identité nationale. Le choix de l'étude de cette institution, l'École nationale des beaux-arts, aussi appelée Academia de San Carlos depuis sa fondation en 1783, correspond à la volonté de délimiter un corpus précis, les objets produits par les membres de l'Académie ou exposés par cette institution, mais questionne aussi la présence d'un lien entre la tutelle étatique, présente depuis l'origine, et la production académique à thème national. L'Académie assume principalement une fonction éducative, formant, sous tutelle du souverain puis du gouvernement, des artistes destinés à assurer la représentation iconographique du régime. L'iconographie académique se modifie au cours du XIXe siècle et élargit le champ de ses représentations, l'ouvrant de plus en plus aux réalités locales et aux nouveaux styles, sans abandonner radicalement le néoclassicisme des débuts. Les images académiques ne sont absolument pas la quintessence de l'iconographie mexicaine, et ne reflètent en rien la production des confréries et des artistes indépendants du pays. Elles permettent en revanche d'appréhender les interactions entre art officiel et projet politique national, pendant une période d'un demi-siècle, entre 1861 et 1911. Nous considérons en effet que ces dates délimitent une période homogène et durable de tutelle de l'État libéral sur l'institution, comme le montrera le chapitre 2. Parmi les formes d'art enseignées et pratiquées à l'Académie, nous nous intéressons plus particulièrement à la peinture et à la sculpture, les deux disciplines où les références historiques sont les plus présentes. La sculpture peut s'allier à l'architecture dans deux principaux types d'objets à fort contenu identitaire, soit dans l'élaboration de monuments incrustant la mémoire visuelle au cœur de la ville, soit dans la recherche d'une synthèse de l'art national destinée aux expositions universelles. En réalité, la plupart des statues exposées à l'ENBA sont restées à l'état de plâtre, ce qui peut aussi être significatif. D'autres œuvres académiques connaissent une grande diffusion moyennant leur reproduction dans des revues ou des livres d'histoire illustrés, ce qui marque la représentativité que les éditeurs de ces ouvrages leur accordent. Une catégorie à part, particulièrement féconde en thèmes nationaux, est celle des réalisations pour les concours annuels et biennaux de l'école. Mais si certaines sont ensuite exposées à l'étranger, la plupart restent inédites, voire inachevées. Outre la production iconographique de l'Académie, aujourd'hui rassemblée dans les musées mexicains ou reproduite dans des livres et revues, nous interrogeons des sources de trois ordres, les archives, la presse et les livres. Afin de cerner le contexte de production, à savoir les rapports de l'Académie avec le ministère et les autres institutions, et de connaître la présence de l'art dans l'espace public, nous utilisons trois fonds d'archives principaux. Les Archives générales de la Nation, AGN, conservent les dossiers des ministères impliqués dans le développement des arts plastiques, celui du développement, Secrétariat de Fomento, chargé de construire et de conserver les monuments à la fin du siècle et de superviser la participation du pays aux expositions universelles, et celui de la Justice et de l'Instruction publique, Secrétariat de Justicia e Instrucción Publica, SJIP, responsable de toutes les écoles supérieures depuis 1861. Les Archives historiques du District fédéral, AHDF, renferment les fonds de la municipalité de Mexico, qui a été en contact avec l'Académie pour les défilés de la fête nationale et la plupart des projets de monuments antérieurs à 1876. On y a donc consulté les sections Fêtes et Monuments. Enfin, nous recourons amplement aux archives de l'Académie elle-même, contenant principalement la correspondance avec les instances institutionnelles et avec des particuliers, mais aussi des actes de réunion, des prix ou sujets de concours, des coupures de presse, des éléments du budget et des achats, et encore d'autres types de documents. Ces archives sont en majorité déposées aux fonds archivaux de la Antigua Academia de San Carlos, AASC, de la Biblioteca Lino Picaseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, UNAM. La presse révèle la fortune critique de ces images nationales,
dont la nature esthétique ouvre des problématiques uniques. En effet, les arts plastiques imposent des codes particuliers. Les critiques donnent à voir plus ou moins explicitement les enjeux, les réussites et les échecs de ces images. Par ailleurs, les périodiques informent parfois d'acquisitions ou de réalisations dont on ne trouve pas trace dans les archives. Enfin, dans la mesure où les images et leur réception suggèrent des pistes d'interprétation, nous en avons cherché confirmation en consultant dans la presse, les livres et les archives, les discours d'inauguration des monuments à Cuauhtémoc, les descriptions des pavillons des expositions universelles et d'autres essais historiques ou poétiques, biographiques et même géographiques. Interrogeant cet ensemble de documents graphiques et textuels, nous abordons les recoupements entre l'iconographie officielle et les projets de nation des classes dirigeantes à travers un domaine précis, la représentation du passé préhispanique. Nous mettrons tout d'abord en place un double cadre, la dynamique culturelle de l'État en construction et en son sein, l'espace et les fonctions attribuées à l'histoire nationale. Nous explorerons ensuite plus spécifiquement le mode de relation de l'Académie à l'État, puis nous reformulerons les attentes et exigences esthétiques du Mexique du XIXe siècle. Nous pourrons alors aborder les représentations des Indiens à l'Académie, en commençant par leur place dans la production artistique, puis en les déduisant d'une étude détaillée, leurs possibles fonctions et ce qu'elles peuvent révéler de la complexe construction de l'identité nationale mexicaine. Les mutations et les courants que soulignent ces images d'Indiens produites et exposées entre 1861 et 1911, nous donneront peut-être un accès particulier à l'imaginaire de leurs auteurs et de leurs spectateurs, à leur rapport à l'histoire et au devenir du Mexique, à leur conception de sa similitude avec l'Europe et de son unicité, à leur version de son identité propre. Chapitre 1 : Construire la nation par la culture et l'histoire. Introduction : la place des Indiens du passé dans une culture nationale mouvante. Ce chapitre aborde plusieurs aspects de la culture mexicaine de la seconde moitié du XIXe siècle et des représentations du passé national. Le processus de formation de l'État-nation mexicain implique certes la mise en place de structures de gouvernement, de communication et de contrôle des ressources et de la population, parmi lesquelles se trouve l'Académie. Nous l'étudierons sous cet angle au chapitre suivant. Il exige tout autant la consolidation du sentiment d'appartenance collective à un peuple unique. Pour qu'il existe un État-nation, il faut des habitants loyaux et soumis au pouvoir, par un processus social d'assimilation nationale. La définition d'une identité collective apte à susciter une réelle adhésion de la part des Mexicains n'est possible que s'il se produit une convergence parmi les multiples images de la réalité locale susceptibles de représenter cette nation, émanant notamment de la littérature, des arts plastiques et des livres scientifiques. L'image officielle de la nation est fluctuante au cours du siècle en fonction des objectifs de ses inventeurs. Malgré, ou à cause de ces modifications, la plupart des éléments identitaires mis en place au XIXe siècle, tels que le drapeau, l'hymne national ou l'attachement au passé indigène et au folklore, sont encore en vigueur en ce début de XXIe siècle. L'identité nationale s'est modelée et modifiée suivant, d'une part, l'évolution des outils de connaissance du territoire et de la population, d'autre part, de celle des nombreux moyens de diffusion et de communication. Le discours sur la nation imprègne implicitement tous les sujets de connaissance et de débat, qu'il s'agisse d'aspects matériels comme l'étendue du territoire national, ses ressources naturelles et les avancées technologiques et industrielles, ou bien de questions plus culturelles sur l'identité des Mexicains, leurs coutumes, leurs costumes, leurs métiers ou leurs grands hommes. Diversité des manifestations culturelles. Ce chapitre fait une place égale aux ouvrages scientifiques et aux manifestations artistiques. L'identité nationale est évoquée jusque dans les œuvres théâtrales et la caricature. L'émotion autant que le raisonnement peut transmettre des notions morales ou civiques, exalter des valeurs considérées comme nationales. Même le dépaysement et l'exotisme liés à la projection d'une intrigue dans une époque ou une contrée lointaine, en art ou en littérature, n'exclut pas un discours identitaire latent. Notre objectif est ici d'offrir un panorama des principales formes de discours sur la nation, et plus particulièrement de l'élaboration d'une histoire nationale, car l'histoire nationale est dans une moindre mesure,
l'archéologie prenne avec le temps une place centrale dans l'éducation du citoyen et forme la toile de fond sur laquelle s'inscrit la production iconographique que nous étudierons. Nous examinerons aussi divers supports. Des représentations de la nation sont véhiculées non seulement par les imprimés, la presse, les monographies, les encyclopédies, les catéchismes scolaires, mais aussi par l'art oratoire, les discours prononcés à l'occasion de fêtes nationales, d'inaugurations ou de débats parlementaires, la muséographie, les spectacles théâtraux ou musicaux, les expositions artistiques, les modifications urbaines telles que l'érection de monuments et l'architecture éphémère, arcs de triomphe, pavillons aux expositions internationales. La prééminence des livres en tant que source pour les arts plastiques et l'inévitable impact, assumé ou combattu, de leurs illustrations nous mèneront à leur accorder une place prédominante. Quoiqu'au début de la période, la presse soit plus influente que le livre, nous n'y ferons que ponctuellement référence. Le discours sur la nation change d'objectif et de forme en fonction du public visé et de la situation d'énonciation. Les destinataires peuvent être aussi bien l'ensemble des strates sociales d'une municipalité réunies pour un événement, dans le cas d'un discours commémoratif, qu'une communauté particulière. Un livre ou une revue peut s'adresser aux enfants scolarisés, aux femmes ou conjointement à plusieurs types de destinataires, le public cultivé, pour la plupart des journaux ou quelques érudits pour les monographies spécialisées. Un événement peut s'ouvrir à l'ensemble des pays civilisés. La principale distinction sépare les ouvrages destinés à informer le gouvernement et les érudits, même étrangers, et les outils de divulgation. Une expression nationale ancrée dans l'espace et le temps. Avant d'entrer dans le détail, il importe de garder présente à l'esprit l'inscription des représentations nationales dans plusieurs systèmes de référence plus amples. Le plus ample est la culture occidentale, qui inclut les productions européennes anciennes et contemporaines. Les images, textes et objets consommés au Mexique ont souvent un référent universel, extranational. Ainsi, les articles européens traduits et les gravures importées d'Europe représentent une partie non négligeable du contenu de la presse pendant tout le siècle. Les images ne se référant pas au Mexique constituent 81% des illustrations des revues illustrées produites dans ce pays entre 1833 et 1855. De même, la littérature, la sculpture et la peinture font la part belle aux personnages et aux paysages européens, aux thèmes mythologiques grecs et aux scènes religieuses. Les artistes mexicains connaissent les images que chaque nation donne d'elle-même, de son histoire, de son folklore, de ses paysages et de son inscription dans la marche du progrès, mais aussi la tradition liée à la représentation de l'Amérique. La plupart des allégories, peintes ou sculptées, de la nation s'inspirent de l'iconographie des siècles précédents, reprenant des codes sans aucun rapport avec la réalité du continent. Les artistes nationaux se situent vis-à-vis des visions du Mexique diffusées par les étrangers, principalement par Humboldt en 1811, mais aussi par William Bullock en 1823 ou Madame Calderón de la Barca de 1848 à 1850. Ainsi, étant donné la volonté d'inscription de la nation dans l'histoire universelle en tant qu'égale des nations européennes, le regard du Mexique sur lui-même s'inscrit dans un système de référence transcontinental. Le Mexique dispose d'un corpus de représentation conforme aux critères européens, constitué à l'époque coloniale au sein de la monarchie espagnole. Depuis la conquête, de nombreux témoignages ou chroniques portant sur les événements et sur les mœurs des aborigènes d'Amérique ont vu le jour. Les missionnaires forment aussi des grammaires de certaines langues indigènes comme le maya ou le nahuatl. La Nouvelle-Espagne conserve ainsi la mémoire d'une partie du passé pré-cortésien, comme en témoigne en 1680 le Teatro de Virtudes Politicas, Emperador Mexicanos desde Acamapiche hasta Cuauhtémoc ou à la fin du XVIIIe siècle, la Storia Antica de Claviérero. Enfin, la couronne d'Espagne s'intéresse à l'archéologie à la fin du XVIIIe siècle. En plus de ses sources écrites, pour certaines rééditées, principalement l'œuvre de Claviérero, avec notamment une édition illustrée en 1844, les artistes disposent de supports iconographiques. Les 3 siècles de la période coloniale ont été féconds tant en portraits, il en existe plusieurs de Moctezuma, qu'en scènes de bataille, sur des supports aussi divers que des têtes de lit ou des paravents ou de baptêmes, individuels ou plus souvent collectifs. Ces strates coloniales de la mémoire collective ne sont donc pas effacées au XIXe siècle, où elles deviennent source d'inspiration.
La présence de la tradition coloniale est évidente lorsque l'on feuillette les gravures enluminant et illustrant le premier tome de Mexico a través de Los Siglos, publié en 1884. On y trouve notamment la reproduction chromolithographique d'un tableau représentant le baptême de Cuauhtémoc. Les professeurs de l'Académie renvoient aussi leurs élèves à Ixtlilxochitl ou à Claviérero, et le sculpteur Villar copie des tableaux coloniaux pour habiller Doña Marina ou Moctezuma. Les représentations issues de l'Europe présente et passée et de la Nouvelle-Espagne forment donc un vivier dans lequel les Mexicains peuvent sélectionner des éléments qu'ils intègrent à leur propre création. Cependant, le discours national n'est pas le seul qui résonne au XIXe siècle. D'autres identités collectives, municipales, corporatives, sont aussi à l'œuvre, en particulier une identité religieuse fortement marquée qui est à la fois une concurrence et une source d'inspiration pour le discours national. Les inventeurs d'images de la nation ne manquent pas de reprendre dans une certaine mesure la symbolique et le discours religieux à leur compte, en modifiant le référent. Dans quelle mesure le discours sur la nation sert-il la consolidation de l'État ? Ces auteurs sont multiples, certains individuels d'autres collectifs, mais au-delà de leur diversité de statuts il n'est pas rare que leurs intérêts et motivations concordent avec ceux de l'État en construction, dirigé par des membres de la même élite intellectuelle assez réduite au XIXe siècle. Les gouvernements interviennent parfois, facilitant la production de ces images par des subventions, la mise à disposition de ces imprimeries ou d'autres aides matérielles. Les initiatives, au départ individuelles ou associatives, sont fréquemment insérées dans des structures institutionnelles, dotées d'une autonomie plus ou moins grande. Ce sera l'objet d'une partie de ce chapitre. Même lorsque l'État mexicain n'intervient pas, l'ensemble de ces images de la nation sert un objectif commun, celui de créer une identité collective rassemblant les habitants du territoire mexicain. À travers cette grande quantité de thématiques abordées, de supports et de publics visés, deux fonctions principales sont remplies parfois simultanément. La première est la possibilité de matérialiser la nation à travers des réalités existantes, et d'en délimiter les contours, à travers des inclusions et des exclusions. La deuxième fonction, remplie notamment par l'éloge des héros, est de susciter un attachement fort à la nation, du domaine de l'affectif et de l'irrationnel, et d'inculquer par les sentiments des vertus civiques et patriotiques. Cette nécessité est d'autant plus pressante que le pays est à plusieurs reprises menacé et envahi. La nation est niée dans son extension territoriale et son gouvernement. Il existe souvent une troisième fonction, celle de donner une vision de la nation et de ses intérêts qui correspondent aux besoins d'un groupe particulier, ce qui peut donner lieu à plusieurs représentations antagoniques de la nation. Cependant, leur but principal reste de faire de l'identité nationale la première identité collective, devant les identités régionales, corporatives et religieuses. 1. Les divertissements forment la conscience collective mexicaine. Qu'est-ce qu'une littérature nationale ? Après un aperçu global de la production littéraire du XIXe siècle, nous chercherons époque par époque quelle place fait chaque genre aux Indiens du passé. La chronologie proposée par José Luis Martínez dégage 3 moments clés. 1836, année de la fondation de la Academia de Letras, association consacrée à la création d'une littérature nationale. 1867, date de l'appel d'Altamirano en faveur d'une littérature nationale par-delà les clivages politiques, et 1890 environ, époque où l'avènement du modernisme rend, selon lui, les thématiques nationales dépassées. Notons cependant que la littérature nationale n'est pas systématiquement associée à la thématique nationale. La décennie de 1880 marque même au théâtre une diminution qualitative des œuvres à thème mexicain, et un regain d'intérêt pour les œuvres européennes. On représente surtout à Mexico les théâtres espagnols et français, des opéras italiens et des opérettes françaises. Manuel Gutiérrez Narrera, écrit en 1885. Aujourd'hui, on ne peut pas dire à l'homme de lettres de ne décrire que les lieux de sa patrie et de ne chanter que les exploits des héros nationaux. L'homme de lettres voyage, l'homme de lettres est en communication intime avec les civilisations anciennes et avec tout le monde moderne. L'éclectisme est ensuite ouvertement revendiqué par 2 revues emblématiques de la fin de siècle.
la Revista Azul qui publie de nombreuses traductions d'auteurs français de diverses tendances Baudelaire, Maupassant, Flaubert, Jules Guesde, puis la Revista Moderna de Arte y Ciencia, à laquelle participent peintres, dessinateurs et musiciens, à partir du 1er juillet 1898 et jusqu'au-delà de la période étudiée, elle marque la sortie de L'. Du giron de la bonne société. Voyons maintenant si les représentations des Indiens préhispaniques suivent cette tendance. Les Indiens comme thème littéraire avant 1870. José María Vigil revendique en 1872 l'existence d'une spécificité littéraire régionale dès la période coloniale. Il donne ainsi à la nation plus de substance et d'ancienneté et suggère l'existence d'une identité nationale avant 1821. Sans abonder dans ce sens, on peut en revanche observer, à partir du recensement effectué par J.L. Martinez, l'existence en poésie d'une veine patriotique créole, associée à des références au passé indien. Par la suite, le poète José María Heredia, 1803 à 1839, natif de Cuba, séjourne plusieurs années au Mexique. Ses poèmes patriotiques au ton romantique se réfèrent à l'histoire, comme En el Teocalli de Cholula et La Sombra, publié en 1820. Ce dernier poème est un dialogue dans lequel les spectres de Moctezuma, Cuitlahuac et Cuauhtémoc, puis d'Atahualpa, le dernier Inca, et d'autres monarques indiens dénoncent la perfidie des Espagnols. Il suggère une patrie continentale que les Indiens personnifient. La nation est ici l'Amérique. L'indigénisme historique est aussi présent chez I. Rodriguez Galvan, décédé à l'âge de 26 ans en 1842. Il publie en 1839 Prophétia de Guatimoc, où ce dernier, invoqué par le poète, apparaît dans la nuit, couvert des chaînes imposées par Cortés, et prédit la chute de Paris et de Londres. L'Amérique pure s'oppose à l'Europe démoniaque. Il écrit aussi La Visionne de Moctezuma, publié en 1851. Moctezuma et Cuauhtémoc sont ici sélectionnés comme significatifs au détriment d'autres adversaires de Cortés, mais Atahualpa les accompagne. Deux œuvres théâtrales mettent en scène des Indiens dans les premières décennies. Il est impossible de connaître la nationalité ou l'identité de l'auteur de la pièce de théâtre Jicotencatl, publiée en 1826 à Philadelphie. Le héros y affronte un prêtre sanguinaire, mais aussi un conquistador qui s'éprend de sa fiancée. Par ailleurs, A. Ortega, membre de la Academia de Letrán, semble avoir écrit dans la décennie de 1830 ou 1840 une pièce de théâtre nommée Cacamatzin, introuvable aujourd'hui. Le premier roman historique mexicain peut être rangé dans la catégorie indigénisme historique. Paru en 1839 et signé J.M.L., Netzula est attribué à deux auteurs potentiels, J.M. Lafragua et J.M. Lacunza. On y suit l'amour impossible entre la jeune Netzula et le guerrier Oxfeller, général de l'armée de l'Amérique, qui ne pourront s'unir que dans la mort, et la lutte des Aztèques loyaux contre les Espagnols fourbes, cruels auteurs du carnage des dernières scènes. Cette œuvre romantique comporte une charge importante de patriotisme, ancrée dans une évocation manichéenne de la conquête. Après 1850, deux poètes proches de l'ASC situent à l'époque préhispanique des intrigues qui magnifient la religion catholique et la culture européenne. Pointons ici une première fois l'inexactitude de la superposition simpliste très répandue. Héritage indien égale libéralisme, héritage hispanique égale conservatisme. Les conservateurs étudient le passé précortésien et l'évoquent en poésie, en archéologie et en linguistique. José Joaquín Pesado publie en 1854 La Aztecas, un recueil de traductions, ou plutôt de réinventions, d'anciens poèmes mexicains, souvent des réflexions philosophiques sur le sens de la vie. Le choix d'attribuer des textes à des Indiens préhispaniques indique son patriotisme et sa conception ample du patrimoine national. Notons qu'il est membre du conseil de l'Académie de San Carlos. En 1862, José María Roa Barcena, autre conservateur et protecteur de l'Académie, publie Leyendas Mexicanas, un recueil de poèmes inspirés d'anecdotes dont certaines sont préhispaniques. Il met en scène Xochitl, Netzahualcoyotl et Papantzin, qui seront ensuite peints et sculptés par les artistes académiques. En 1875, Juan Luis Tercero, 1837 à 1905, publie le poème romanesque Nezahualpilli o el Catolicismo en Mexico, dont l'action s'inspire de sources coloniales. Le protagoniste de Netzahualpilli,
neveu du roi du même nom et prince guerrier, devient finalement missionnaire. Renonçant à son aimé et au monde, il va convertir les Indiens d'une lointaine frontière et meurt en martyr. La production poétique à thème national la plus abondante reste la poésie publiée par les journaux. C'est aussi la mieux diffusée, puisque le journal est souvent lu collectivement. El Semanario Ilustrado publie par exemple en 1868 3 pages de Chants aztèques, de Nicanor Contreras Elizalde. La Sociedad Netzahualcoyotl, 1868 à 1874, fondée par Felipe Sanchez Solis, regroupe de jeunes écrivains souhaitant dynamiser la production théâtrale mexicaine. En octobre 1869 paraît sa revue El Anahuac, dirigée par Manuel Peino, avec la collaboration picturale des artistes académiques Salomé Pina, Santiago Reboul, José Obregón et Petronilo Monroy, peintres, de Luis G. Campa, Agustín Ocampo et Miguel Portillo, graveurs, d'Epitacio Calvo, sculpteurs, ainsi que d'une demi-douzaine d'artistes non académiques. Parmi les rédacteurs figurent Ignacio Ramirez, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Gustavo Baz, Jesus Fuentes y Muniz, secrétaire de l'Académie, Antonio Carrión et quelques autres. Cette revue disparaît après le second numéro et ses rédacteurs intègrent l'équipe de El Renacimiento, la revue d'Altamirano. Seuls les noms de l'association et de la revue, et non les sujets abordés, se réfèrent au passé indien. Littérature et divertissement à thème indien après 1870. Les romans historiques se multiplient dans la décennie de 1870. Vicente Riva Palacio, d'abord dramaturge, publie à partir de 1868 6 romans historiques dont le décor est le Mexique colonial. L'intrigue du dernier, La Vuelta de los Muertos, est située en 1524, juste après la conquête. Les romans folkloriques de Manuel Peino, un libéral modéré lui aussi proche de l'Académie, ne se réfèrent pas au passé indien, mais plutôt au passé récent. En revanche, Los Martayers del Anahuac d'Elijo Ancona 1873, écrivain et historien du Yucatan, est un exemple d'indigénisme historique. Il mêle aux personnages historiques des protagonistes fictifs comme la fille de Moctezuma et son prétendant Tizoc, prêtre par devoir filial, mais rêvant d'être guerrier. Le libéral radical Iréneo Paz écrit au moins 2 fictions situées à l'époque de la conquête. Amor y Suplicho, 1873, et Doña Marina, 1883. Amor y Suplicho narre la rivalité imaginaire de Cuauhtémoc, dernier empereur de Mexico, et de Xicoténcatl, chef guerrier de Tlaxcala, pour l'amour d'Otila, fille d'un noble tlaxcaltèque qui, fatalement blessé par Xicoténcatl jaloux, meurt en recommandant à Cuauhtémoc de devenir chrétien pour la rejoindre au paradis. Une fois encore, une intrigue entre personnages indigènes valorise le catholicisme. Cela peut surprendre en 1873, année de l'intégration à la Constitution des lois de réforme, fortement anticléricales. A l'inverse, en 1878, un certain J.R. Hernandez publie Azcaxochitl ou la Flecha de Oro, dont l'action se situe au XIVe siècle sous le règne de Huitzilihuitl, à l'époque où les Aztèques sont encore tributaires des Acolhuas. C'est l'une des rares œuvres où n'apparaît aucune référence à la conquête ni au catholicisme. Ensuite, en dehors des dernières œuvres indigénistes d'Iréneo Paz, les romans historiques du Porfiria sont situés au XIXe siècle. 5. Riva Palacio et d'autres auteurs donnent le jour en 1871 à un ouvrage hybride, El Libro Roro, collection de récits de crimes des Espagnols sur le sol mexicain pendant la conquête et la colonie illustrée de lithographies de grand format. Il s'agit d'une alliance particulière de l'image et d'un texte à la fois littéraire et historique, et très politisé. Concernant le théâtre et les divertissements, en 1877 Alfredo Chavero signe 2 tragédies préhispaniques, Quetzalcóatl et Xochitl, dont les textes sont exposés en 1889 à Paris, signe que le gouvernement soutient plus de 20 ans plus tard cette initiative. La trame de Quetzalcóatl est avant tout sentimentale et les passions suscitées n'ont rien de patriotique. Seul le choix de situer l'intrigue dans un contexte préhispanique, restitué avec précision, en fait des pièces nationales. En 1887, un drame anonyme intitulé Cuauhtémoc o los Defensores de la Patria est présenté au Théâtre Arbeux. Les œuvres musicales font aussi une place à cette période de l'histoire nationale. Une zarzuela espagnole sur le thème de la conquête, Marina,
de Francisco Campodrone, était traînée en août 1867 ou 1868 et reprise dans les décennies de 1880 puis 1890. À cette même époque est aussi jouée la zarzuela mexicaine El Proceso del Pulque dont l'auteur et le contenu restent inconnus. Les entr'actes des représentations théâtrales sont parfois agrémentés à la sauce préhispanique. Ainsi, au Grand Théâtre est présentée en août 1867 la danse « Les Tournesols », censée être une chorégraphie aztèque. On trouve aussi trace de la Sibila Azteca de Justo Sierra, allégorie fantastique exécutée par une actrice après le drame, le 18 février 1872 au Teatro Hidalgo et rejouée après 1900. Même l'opéra, souvent consacré aux intrigues européennes, expérimente l'indigénisme historique, comme en témoigne le Cuauhtémoc de Aniceto Ortega, 1870, et Atzimba, de Ricardo Castro, 1900. Les années 1880 marquent un renouveau de la poésie patriotique consacrée au Mexique préhispanique qui ne doit rien au hasard. Eduardo del Valle est l'auteur de Cuauhtémoc, poema en 9 cantos, œuvre imprimée par les soins d'un ministère et précédée d'un prologue d'Ignacio Altamirano. Cette publication, annoncée dans la presse, est visiblement motivée par l'approche de l'inauguration du grand monument à Cuauhtémoc sur le Paseo de Reforma, retardé jusqu'en août 1887, qui suscite une nouvelle pluie d'odes et de poèmes, en partie reproduits en annexe par Josefina Garcia Quintana. On trouve par exemple dans le Almanach Caballero de 1884, à 3 pages d'écart, une oda al conquistador de Anahuac, de José Peón Contrera et un poème, Fundación de Mexico, par José María Roa Barcena. Le patriotisme implique le retour sur le passé national, mais le choix des héros s'avère complexe. Cuauhtémoc ou Cortés ? Ce panorama littéraire permet d'observer 3 faits. D'une part, que la thématique indienne apparaît extrêmement tôt. D'autre part, que le choix de l'Indien comme sujet littéraire répond surtout à la recherche de l'exotisme, ce qui n'exclut pas, surtout en poésie, un fervent catholicisme de 1850 à 1880. Enfin, l'indigénisme historique semble en revanche inefficace au théâtre, à en croire Veriva Palacio qui affirme vers 1880 à propos des pièces écrites par Chavero. Notre société, notre peuple, n'a pas d'attachement à ces traditions. C'est pourquoi un argument mexicain, surtout s'il se réfère aux temps anciens, fait capoter le meilleur drame. En France, la figure historique de Clovis avec sa longue chevelure et ses soldats au crâne rasé cause un enthousiasme patriotique, et Cuauhtémoc sur scène au Mexique n'a jamais pu survivre. Les choses du Mexique semblent déplaire aux habitants du Mexique. Il semble cependant que la littérature n'ait pas longtemps cessé de fournir des ouvrages sur Cuauhtémoc. La Bibliothèque nationale François Mitterrand et la Bibliothèque du Musée des Arts Premiers possèdent notamment des œuvres de 1886, 1923 et 1925. À la fin du siècle, le thème préhispanique qui semble correspondre à un besoin, comme en témoigne le long article illustré de 1900 faisant l'éloge de l'opéra de Ricardo Castro Atzimba, dont les costumes copiés des codex sont réputés véritables. Le passé indien, même schématisé, fait partie intégrante de l'identité de la nouvelle nation. L'identité nationale repose en effet sur plusieurs piliers, dont le passé indigène fait partie. Dès la gestation de l'indépendance, il a un rôle dans la propagande, mise en place par Fray Servando Teresa de Mier, puis dans la vision de la nation américaine offerte par José María Morelos, dans son discours d'ouverture du congrès de Chilpancingo. Enfin, en 1821, le choix du nom du pays et celui du blason symbole national se réfèrent à Mexico Tenochtitlan, capitale dont la fondation remonte aux Aztèques. C'est alors que Carlos María Bustamante réédite les historiens de l'époque coloniale et écrit Mañanas de la Alameda, et que Heredia évoque en poésie l'ombre de Moctezuma. Les légendes préhispaniques sont aussi reprises dans les almanachs, et plus rarement dans les journaux. Dans la décennie de 1850, José Fernando Ramírez, dans l'édition espagnole de l'histoire de la conquête écrite par William Prescott, réfute le qualificatif de barbare. Après 1860, Veriva Palacio, dans ses fictions puis dans l'histoire officielle contenue dans Mexico à travers de los siglos, prend le parti les Indiens contre les Espagnols puis défend la valeur du métissage. Tout cela consolide dans la mémoire collective la conscience de l'existence d'un passé national antérieur aux institutions hispaniques. Qu'en est-il des arts plastiques ?
Une iconographie nationale éclectique. En art plastique comme en littérature, les thèmes locaux préexistent à l'indépendance et a fortiori à la constitution de l'État-nation et persistent sur divers supports incluant des objets de la vie quotidienne, que la critique des art ne prend pas en compte, hormis quelques œuvres envoyées aux expositions académiques. Ce silence est à la fois lié aux difficultés de transport et de communication dans le pays avant la décennie de 1870 et à la non-conformité de certains objets aux critères esthétiques en vigueur. Les représentations de la société contemporaine se développent, sauf exception, en marge de l'académie mais pas sans lien avec elle. L'aperçu qui suit permet de deviner une activité qui correspond aux besoins de l'État, mais parfois à contretemps. Cette iconographie, inscrite dans l'héritage colonial, suit le rythme de la production internationale d'images folkloriques. Deux substrats iconographiques, la tradition coloniale et les productions des artistes voyageurs. Le double ancrage déjà évoqué en introduction est particulièrement évident pour l'iconographie. Les livres d'histoire illustrent les mêmes épisodes de la conquête que pendant les siècles antérieurs. Par la gravure et la peinture, comme par les arts appliqués, paravents et foulards, la première rencontre entre Cortés et Moctezuma ou l'arrestation de Cuauhtémoc sur la lagune de Mexico sont devenus des lieux communs. Le référent colonial est aussi inévitable dans la représentation de la réalité locale. Les pinturas de casta du XVIIIe siècle permettaient de présenter une vision faussement ordonnée et figée de la société, et exprimer l'acceptation d'une société corporative d'Ancien Régime. De façon similaire, les reprises de ces thématiques au XIXe siècle donnent à voir et à accepter un nouvel ordre, celui de la République et de l'État-nation, à travers des scènes de tous les jours. La tradition des vues urbaines est elle aussi prolongée après l'indépendance. En 1841, l'Italien Pietro Gualdi publie l'album Monumentos de Mexico qui sera enrichi et réédité peu après, preuve de son succès. Il donne de la ville une image d'ordre à une période particulièrement houleuse. D'autres artistes étrangers participent pleinement à la vie culturelle du Mexique indépendant, Claudio Linati le premier. Il apporte la première presse lithographique et publie en collaboration avec le cubain Heredia la revue illustrée El Iris, Periódico Crítico y Literario en 1826. Jean-Frédéric Waldeck réutilise cette presse pour publier en 1827 sa collection de Antigüedades Mexicanas que existant en El Museo Nacional. Même sans assumer un rôle moteur, d'autres artistes voyageurs participent à la création des images du Mexique par leurs tableaux ou croquis Rugenda, Pingret et par leurs publications illustrées Catherwood, Nebel, Phillips, Stevens, Waldeck, Phénomènes naturels, Ruines préhispaniques, Monuments historiques, Vues panoramiques urbaines, Types humains et coutumes régionales. Ces artistes illustrent tout ce qui leur semble à la fois exotique et populaire, et offrent ainsi des thèmes iconographiques nouveaux au Mexique. En cherchant à mettre en relief les différences avec l'Europe, ils créent des types locaux dont certains deviennent nationaux. Les habitants de l'intérieur des terres et de la côte, les paysans, le monde des mines et différents moyens de transport. Parmi les thèmes pittoresques qui retiennent leur attention, se trouvent aussi les traces des civilisations préhispaniques et notamment des vestiges mayas de Palenque, dans le Chiapas. 3 publications européennes se réfèrent au passé préhispanique, dès la première décennie de l'indépendance du Mexique. Claudio Linati publie en 1828 à Bruxelles Costumes civils, militaires et religieux du Mexique, résultat de plusieurs mois de voyage dans différentes régions du pays où il peint des aquarelles, qu'il reproduit ensuite pour certaines sous forme de lithographie. L'une des premières gravures est un portrait de Moctezuma II. Dupaix réalise au début du siècle un voyage archéologique pour le compte du roi d'Espagne. Il donne lieu à la publication en 1834 des 2 volumes illustrés des Antiquités mexicaines. À partir de 1831, à Londres, Lord Kingsborough publie Antiquities of Mexico en 9 volumes, dont 2 publiés après sa mort en 1848. Voici donc quelques référents présents à l'esprit des artistes mexicains. L'art académique avant 1830, patriotisme et indianité symbolique. 3 enseignants de l'Académie de Mexico représentent les Indiens dans une perspective de revendication identitaire avant la période qui nous occupe. L'un est peintre, le second sculpteur, le troisième architecte. En 1813,
Le peintre Jimeno y Plan illustre deux événements récents où des Indiens et des Créoles réunis offrent une représentation symbolique du peuple américain. Le nom de Mexique n'avait pas encore été inventé, traité de manière classique. Tumulto en El Pueblo de El Cardonal et El Milagro del Pocito. Le premier orne le plafond de la chapelle du Colerio de Minería. On y voit Indiens et Créoles prenant les armes contre l'autorité péninsulaire qui leur enlève leur statut de saint. La construction symétrique met sur le même plan les deux composantes ethniques, avec leur physique, leur habillement et leurs armes respectives, fusils ou arcs et pierres, dans un même acharnement présenté comme précurseur de l'esprit d'indépendance. Les Indiens portent des drapés, se trouvant revêtus de la même dignité et de la même souveraineté classique que les Créoles. Dans El Milagro del Pocito, qui figurait au plafond de la chapelle de Santa Teresa, le miracle de la Vierge de Guadalupe qui fait surgir une source réunit, outre l'évêque Zumárraga et l'Indien Juan Diego, des personnages appartenant aux trois principales catégories ethniques et sociales de la Nouvelle-Espagne, Indiens, Créoles et sans mêler. Dans ces deux peintures, les Indiens et les autres composantes de la société manifestent leur foi commune. Ces images servent une identité que l'on pourrait qualifier de proto-nationale. Le sculpteur Pedro Patiño Ixtolinc réalise vers 1830 la statue de marbre América représentant l'Amérique endeuillée, destinée à orner le cénotaphe de Morelos. Il se réfère au modèle européen, alliant à un drapé et à une gestuelle de mélancolie très classique les symboles de l'indianité, les plumes arrangées en couronne et le carquois. Cette allégorie est significative d'une époque où la nation mexicaine n'a pas d'iconographie propre, mais le partage avec toute l'Amérique. Elle indique aussi une volonté de donner à l'Amérique une dignité plus grande que ne le faisait l'iconographie coloniale, et déjà, l'affirmation de son niveau de civilisation par l'exclusion de l'élément sauvage, qu'est la nudité, remplacée par une tunique inspirée de l'Antiquité. Les pieds sont eux aussi habillés par des sandales. L'architecte Manuel Monsieur Delgado conçoit en 1828 un projet de Fuente de la Libertad où figurent, à 3 étages différents, des représentations de la patrie. L'allégorie féminine du continent, qui reprend et anoblit celle en usage depuis le XVIIIe siècle par les mêmes procédés que Patiño, puis la représentation du continent par un crocodile couronné opposé au lion tenu en laisse, et enfin le blason mexicain placé à la base de la fontaine. Ce monument existait encore en 1841 sur la promenade de l'Indépendance, ou Paseo Bucareli, comme en témoigne une lithographie de Pedro Gualdi. Ici aussi, l'Amérique est autant sinon plus importante que le Mexique en tant que tel. Les publications illustrées fixent les types et les thèmes nationaux vers 1840. Les écrits peuvent être illustrés au XIXe siècle grâce à 2 familles de techniques, la gravure et la lithographie, et plus tardivement, la photogravure, la seconde offrant l'avantage d'une plus grande souplesse du trait et d'une reproduction plus rapide et économique. Lorsqu'en 1825, l'Italien Claudio Linati ouvre à Mexico le premier atelier lithographique, il offre donc aux Mexicains la possibilité de créer leurs propres images d'eux-mêmes à grande diffusion. Ainsi, l'ouvrage Voyage pittoresque publié en 1840 par Nebel inclut des lithographies effectuées par des artistes mexicains. La gravure en revanche permet de faire coexister dans une même page l'image et le texte, ce pourquoi elle reste pratiquée pendant tout le XIXe siècle et même au-delà. L'image des Indiens occupe un espace croissant au cours du siècle dans la presse illustrée, les livres et même les produits de consommation comme les étiquettes de certains produits, allumettes, bière Cuauhtémoc en 1901, ou les partitions de musique illustrées. Les Mexicains produisent dès les années 1830 des revues et livres illustrés à thématique folklorique, imitant les Espagnols qui font écho à une mode transmise par la France, celle des types. Ces ouvrages présentent un équilibre et une relation entre le texte littéraire et l'image. C'est le cas de Los Niños Pintados por sí mismos de 1841, ou Los Españoles Pintados por sí mismos de 1843, qui fait écho à Les Français peints par eux-mêmes, 1839 à 1842, et inspire à Cuba la Habanera Pintadas por sí mismas, 1847, et Los Cubanos Pintados por sí mismos, 1852, et au Mexique Los Mexicanos Pintados por sí mismos. Vers 1830, la publication de livres étant extrêmement coûteuse et rendue hasardeuse par l'instabilité politique,
Ce sont les revues hebdomadaires ou bimensuelles de vulgarisation qui se centrent sur les caractères spécifiques au Mexique et à ses habitants. Leurs rédacteurs nous sont déjà connus en tant que créateurs de littérature nationale. Elles publient d'abord des articles folkloriques illustrés provenant d'Europe, principalement espagnols. Les premières images de type locaux produites par des Mexicains dans la presse du XIXe siècle sont publiées dans la décennie de 1840. Après la parution en 1841 de 2 gravures dans El Semanario de la Señorita, 2 revues publient des articles folkloriques illustrés de lithographie. El Museo Mexicano, 1843 à 1846, et Revista Científica y Literaria, 1845 à 1846. El Museo Mexicano en particulier, revue fondée par Guillermo Prieto et Manuel Peino, imprimée et éditée par Ignacio Cumplido, annonce d'emblée son intérêt pour le pittoresque. La littérature enrichira nos pages de la brillante description des sites les plus pittoresques, des monuments les plus étonnants, des lieux les plus célèbres qui soient au Mexique. Le tome 3, publié en 1846, inclut les premiers types nationaux mexicains alliant une estampe et un texte. Après d'autres occurrences entre 1844 et 1846, en particulier dans la dite Revista Científica y Literaria de Mexico, 1845 à 1846, la thématique se déplace des revues vers les monographies. Los Niños Pintados por Ellos Mismos, dont le texte mexicain accompagne des images espagnoles, paraît en 1842, et Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos, œuvre collective illustrée par J. Campillo et Achiriart en 1854. Sur une galerie de 35 personnages, seuls 14 types s'inspirent directement des publications françaises et espagnoles. 16 autres existent depuis la période coloniale et 5 ont surgi après l'indépendance, soit sous forme de figurines de cire, soit sous le pinceau des voyageurs, soit enfin dans les lithographies mexicaines de la décennie de 1840. Ce costumbrisme correspond aux attentes identitaires du Mexique, et les Indiens y sont présents parmi d'autres composantes nationales. Le porteur d'eau est défini comme tel dans le dernier ouvrage cité. Par ailleurs, des romans folkloriques sont conçus ou réédités avec des illustrations lithographiques, comme ceux de Fernández de Lizardi. Édouard Rivière écrit et illustre Antonino y Anita o los Nuevos Misterios de Mexico, 1851, qui restitue les atmosphères de la ville de Mexico, des types et des scènes populaires, des festivités, mais y ajoute toutes sortes de péripéties. En 1860, un collectif de professeurs de l'Académie des Beaux-Arts présente dans un courrier à son directeur le programme de la publication El Artista. Une section scientifique, une section artistique et une section historique. Ils expriment leur volonté d'y inclure l'histoire du pays, ancienne et moderne. Les illustrations représenteraient des monuments et des costumes régionaux. Ce projet semble ne jamais avoir abouti, sans doute en raison des rebondissements politiques qui suivirent. L'alliance du texte littéraire et de l'image présente dans la seconde moitié du XIXe siècle une nouvelle modalité, les albums. Certains sont destinés à être aussi distrayants qu'instructifs, comme Mexico y sus alrededor, publié en 1855. Dans la même veine paraît en 1877 un ouvrage bilingue, rédigé en espagnol et en anglais, l'album del Ferrocarril Mexicano. L'inauguration de la ligne de chemin de fer reliant Mexico à Veracruz en 1872 doit permettre de montrer au monde occidental que le Mexique se modernise, et l'album trace de chaque halte un portrait très précis et bien documenté. En 1883, Mexico Pintoresco, Artistico y Monumental, de M. Rivera Cambas, montre une démarche méthodique et encyclopédique, en accord avec l'esprit positif de l'époque. Ces albums mettent en valeur le patrimoine archéologique et historique, en consonance avec l'action gouvernementale de protection des sites et l'établissement de musées, dont nous traiterons dans ce même chapitre. La population mexicaine, indiens compris, est donc présente dans l'iconographie extra-académique, d'abord sous forme de types, puis surtout dans les albums. Types et grands hommes à travers la cire, et la photographie des années 1860. Les figurines de cire, une forme d'art spécifique au Mexique qui adoptait traditionnellement un caractère religieux, reproduisent des types et scènes populaires et attirent l'attention des Européens. Certaines ont servi de modèle à l'Inati. Parmi les métiers réputés indiens, on peut indiquer le vendeur de plats de bois, bateas,
la porteuse de foin, chia, la traginera, vendeuse se déplaçant en barque et transportant d'une cargaison de toutes sortes de fruits dont seul son buste émerge, la tamalra ou vendeuse de tamal, maïs cuit à la vapeur et roulé dans une feuille. Ces figurines ont en commun avec les peintures de Casta le souci du détail et la variété des tissus et des modes d'habillement, qui permettent de déterminer l'état social du personnage. L'activité des Indiens est la même dans tous ces types de représentations, presque toujours vendeurs ou plus rarement pratiquant d'autres métiers ambulants, maçons, cordonniers, artisans. L'Indienne est toujours vêtue du huipil, chemisier brodé, mais son statut social varie. Elle porte parfois des bijoux et des tissus fins, notamment la marchande de fruits. L'iconographie s'accommode des moyens technologiques nouveaux et la photographie est en partie concurrente de la peinture. Elle permet, à travers le portrait, de multiplier les images de types et de grands hommes mexicains. Bien qu'elle ait été introduite au Mexique dès 1839, ce n'est qu'en 1855, avec la généralisation du format carte de visite, permettant la diffusion de masse, que la photographie commence à devenir vraiment lucrative. En 1865, il existe 23 studios à Mexico, le plus connu étant celui des Antioco Cruces et Luis G. Campa, prospère de 1862 à 1877. En 1862, ces deux graveurs issus de l'Académie des Beaux-Arts fondent l'établissement Cruces y Campa, qui devient par la suite l'un des plus réputés et recherchés de Mexico. Ils y produisent au moins 3 sortes d'images. Des portraits de famille. Des photos des petits métiers de Mexico dans la série Retratos Fotográficos de Tipos Mexicanos, enfin, des portraits de gouvernants probablement à partir de leurs portraits peints, dans la série Galería de Personas que han ejercido el mando supremo de Mexico con título legal au por medio de la usurpación. La photographie prend vite une place importante sur le marché de l'image. En 1872, au décès de Juárez, cette seule société vend 20 000 exemplaires de son portrait. L'entreprise Cruces y Campa participe à la diffusion de ces types nationaux et grands hommes, déjà publiés dans la décennie précédente sous forme d'albums de lithographie, ce qui permet de consolider et de diffuser plus largement l'imaginaire national. Ces produits correspondent si étroitement aux besoins de l'État que le ministère offre un exemplaire de la collection de portraits des gouvernants à l'Académie des Beaux-Arts en 1874. Les autres marques de reconnaissance officielle existent. En 1866, la société reçoit la médaille d'argent du mérite civil, et en 1879, Antioco Cruces occupe un poste de professeur de photographie à l'école d'art et métiers. D'autres élèves de l'académie pratiquent en revanche la photographie à des fins de subsistance, comme Joaquín Ramírez et Ramón Sagredo qui exercent comme retoucheurs. Joaquín Díaz González passe de la peinture à la photographie, Luis Inclán abandonne la lithographie pour la photographie. Sans doute les quelques cas connus cachent-ils une pratique assez courante, à en juger par la persistance dans la presse de la dénonciation de la pauvreté des artistes peintres et graveurs et du mauvais goût des habitants de Mexico. Les membres de l'Académie qui pratiquent la photographie contribuent, pour assurer leur survie, à consolider la construction à la fois d'une identité nationale et d'identité sociale et familiale, à travers un art qui, sans être encore reconnu en tant que tel, permet une diffusion bien plus ample que les peintures et sculptures académiques. Ces techniques sont en concurrence, mais non séparées dans la pratique. La peinture en province au XIXe siècle, présence du folklore et de l'histoire en marche. Les différents lieux et acteurs de la production iconographique sont non seulement en concurrence sur le marché de l'art, en tout cas pour les artistes installés à Mexico, mais aussi en contact. Les artistes de l'Académie viennent de divers États et entretiennent des liens avec leur lieu d'origine ou ceux de leurs amis. Bien que la Academia de San Carlos soit le seul organisme de formation à Mexico, il existe des écoles artistiques dans les autres grandes villes. À Puebla, la fondation d'une académie d'art remonte à 1812. À Guadalajara, l'Institut de sciences fondé en 1826 comprend une école d'art, dirigée par d'anciens élèves de l'ASC et la Société des Beaux-Arts, libérale, qui organise des expositions de 1857 à 1861 et entretient de bonnes relations avec l'ASC. 4 anciens élèves, Juan Cordero, Miguel Mata, professeur depuis les années 1830, Felipe S. Gutiérrez et Juan Urucci,
exposent à Guadalajara, ce qui marque leur engagement idéologique. Felipe Castro, le chef de file des artistes de Guadalajara, est un ancien élève de l'Académie de Mexico envers laquelle il multiplie les signes d'amitié. Une école est en voie de création à Aguascalientes en 1861. Ces établissements sont aussi des employeurs potentiels pour les élèves de l'ASC, parfois même pendant leurs études, comme Felipe Santiago Gutiérrez, professeur de dessin à Toluca dans la décennie de 1850. En 1843, Manuel Peino encourage vivement les artistes mexicains à produire des images de la nation. Artistes, vous qui tenez dans vos mains la palette et les pinceaux, peignez cette nature magnifique, mettez sur la toile ces scènes qui renferment autant de simplicité et d'innocence que de sublime et de sauvagerie. C'est ici, au Mexique, que sont les montagnes de lapis-lazuli, le ciel de saphir, l'horizon de nacre et les coutumes singulières des peuples neufs. Peignez, car la fortune protégera votre vie et la renommée votre tombe. Cette incitation sera mise en pratique à l'Académie dans la seconde moitié du siècle, mais bien plus tôt hors de ses murs. Cependant, en fait de peuple neuf, c'est une société mexicaine stratifiée qui est présentée par des peintres de province tels que Agustín Arrieta, de Puebla ou Gerardo Suárez, du Jalisco. Le regard classificateur des habitants de l'Amérique sur eux-mêmes, bien que censé se modifier depuis l'interdiction, déjà proposée par Morelos en 1813, d'employer les termes relatifs aux différentes castes ou catégories de métissage, reste présent. Outre une hiérarchie sociale et raciale qui se manifeste dans les costumes et les attitudes, les peintures d'Agustín Arrieta, 1802 à 1874, offrent aussi une vision des métiers, de l'habitat et des produits de la terre. Les hommes et leurs relations parfois conflictuelles ne sont que l'un de ces centres d'intérêt, au même titre que les natures mortes, les décors intérieurs ou extérieurs et les animaux. Ce parti pris est radicalement différent de l'optique de la peinture académique, bien qu'Arrieta ait été formé à l'Académie de Puebla. Aussi envoie-t-il aux expositions académiques de Mexico des œuvres plus susceptibles de plaire. Une scène grecque, Énéas issue Padré en 1849, un portrait, 1865, et une allégorie, El Último Amor de una Mujer, et en 1869. Il n'expose que 2 scènes de genre, en 1865 et 1871, et quelques natures mortes, 5 en 1871 et une en 1873. Il compte au moins 2 hommes de lettres de la capitale parmi ses admirateurs. Manuel Peino, qui narre leur rencontre dans Viaré à Veracruz en El Invierno de 1843, et Guillermo Prieto, qui s'enthousiasme pour ces scènes de genre dans un article du Museo Mexicano de 1849 intitulé Ocho Días en Puebla. La culture nationale en images inclut aussi l'histoire en marche. Ce sont souvent des peintres anonymes qui en représentent les événements et protagonistes. Les portraits des chefs des premiers insurgés, l'entrée de l'armée des Trois Garanties dans la ville de Mexico, le couronnement de Iturbide. Il existe aussi très tôt des représentations allégoriques du Mexique ou de l'Amérique, soit reprenant l'iconologie européenne en la modifiant, soit utilisant le symbole de l'aigle sur le cactus et parfois du lion espagnol enchaîné, soit alliant ces 2 traditions iconographiques. Ces œuvres anticipent ce que les intellectuels mexicains réclameront en 1875, mais ne respectent que rarement, à savoir les critères esthétiques en vigueur à l'Académie et dans l'élite. C'est pourquoi elles ne sont pas ou peu prises en compte à Mexico au XIXe siècle. L'Académie reçoit les catalogues des expositions organisées par la Sociedad de Bellas Artes de Guadalajara en 1861, 1863 et 1865. Ces artistes proposent déjà une galerie de scènes historiques et de héros nationaux, y compris Hidalgo. Cependant, leur exemple n'est pas suivi par l'institution dans la capitale avant une décennie. Les Indiens dans la caricature. Un autre mode de représentation du peuple mexicain et plus particulièrement des Indiens est la caricature, qui apparaît dans les années 1860 avec Constantino Escalante, dessinateur de la Orquesta, et connaît son heure de gloire dans les dernières décennies de la période avec Daniel Cabrera et El Hiro de El Ahuizot. L'Indien représente parfois le peuple mexicain opprimé, mais plus souvent encore, ce sont les dirigeants qui sont représentés sous les traits d'Indiens. Au départ, il s'agit probablement de ridiculiser les ministres en les déguisant en Indiens,
Mais à la fin du siècle s'y ajoute une critique indirecte de l'hypocrisie d'un gouvernement européanisé qui cependant met en avant l'archéologie et le passé préhispanique comme éléments d'identité nationale. C'est ainsi que l'on peut interpréter Ofrenda a Porfirio Poxtli, où le ministre de la guerre, Bernardo Reyes, sacrifie sur l'autel de Porfirio Díaz le peuple yaqui et d'autres ethnies indiennes du Nord. Dans ce cas, le sacrifice des Indiens donne à penser que la barbarie est un attribut de la civilisation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.